Donc on va commencer cette conférence sur l'art et le vivant dans le cadre du cycle des conférences sur l'art et l'écologie qui se passe ici au Pavillon Blanc. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'ignore, nous avons un petit peu vu la question du chez-soi et de l'habitat. Il me semblait intéressant en deuxième temps d'évoquer le fameux terme du vivant dans le cadre de l'art. Alors, pour ce faire, j'ai imaginé un petit plan où, dans un premier temps, on va définir ce terme qui englobe finalement pas mal de choses. On a tendance un peu à voguer entre nature, animaux, et en fait, de quoi nous parle le vivant. Ensuite, toujours cette dualité entre nature et culture, à travers plusieurs exemples euh, que je vous expose ici et que je ne vais pas vous présenter, sinon ça va paraître un peu long. Et ensuite, on va passer au déroulement de cette conférence autour de cette question éthique de quelle place a le vivant au sein de l'art. Donc, dans un premier temps, j'ai vraiment essayé d'imaginer quelque chose de simple qui dépiote un peu avec des exemples controversés ou des exemples qui sont un petit peu en faveur de ces causes-là, euh, sur la question animale et ensuite sur la question végétale, et on va un petit peu traverser les époques. C'est relativement contemporain, mais il y a des choses aussi plus anciennes. Représenter le vivant. Euh, de ce fait, le vivant, je pourrais dire qu'on le définit comme tout ce qui vit. Donc tout ce qui vit, c'est extrêmement large, hein. Ça peut aller évidemment des animaux, des humains, des végétaux, mais aussi des bactéries, des champignons, de tous ces éléments-là qui sont aussi microscopiques. L'art, pour lui, par définition, du latin ars, c'est l'idée d'habileté, de savoir-faire. Puisqu'on va parler des deux, ça me semble intéressant d'avoir la définition des deux termes. La nature, quant à elle, justement, on comprend petit à petit dans la période contemporaine que c'est un terme qui englobe justement le vivant et qui est finalement une invention plutôt moderne et européenne. Je trouvais ça intéressant d'évoquer le travail d'Iris van Herpen, qui peut paraître un peu étonnant en tout premier lieu, puisque c'est une créatrice de mode assez jeune, elle a une quarantaine d'années, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, donc c'est une créatrice néerlandaise qui travaille vraiment le vêtement de haute couture. Elle a un point de vue assez intéressant parce que quand elle travaille le vêtement, donc qui est finalement une manière de faire culture pour les humains, elle le travaille de manière très organique, très, comment dire, retracée autour des éléments et du vivant. Je l'évoque parce que j'ai notamment vu son travail cet hiver au musée des Arts Déco à Paris. Il y avait une rétrospective, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant de dire qu'elle a une quarantaine d'années, parce qu'elle a eu le droit à une rétrospective au musée des Arts Décoratifs aussi jeune, où en fait toute la scénographie, donc c'est la manière dont l'espace d'exposition a été pensé, a été réfléchi autour de cette idée d'inspiration du vivant, autour du vivant. Donc ces robes, vous en voyez une ici. Je regrette qu'elle soit pas en mouvement. Je vous invite à aller voir un peu mieux son travail sur les défilés, parce qu'en fait, c'est vraiment des pièces vivantes. Elles bougent, donc elles bougent des fois aussi tout en étant fixes, hein, parce on avait affaire à des mannequins, comment dire, inanimés. Mais il y avait des jeux un petit peu de souffle, etc., pour les faire vivre. Et il y a des espèces de vibrations sur celle-ci. Il y avait carrément un mécanisme sur la colonne un peu centrale où il y avait ces espèces de plumages qui bougeaient de manière très poétique, presque un peu étrange. En fait, on avait l'impression qu'elle était en train de créer des créatures hybrides autour d'éléments vivants qu'elle aurait un peu transformés dans une marmite, hein. On avance petit à petit. Je voulais vous montrer aussi ces robes-là que j'ai photographiées. Donc, on comprend totalement son inspiration autour du vivant, hein.
où il y a quelque chose presque du corail, de la plume. Ici, ça peut faire penser aussi à un papillon, hein, l'idée de voler. Donc c'est des robes, pareil, hein, qui sont exposées avec du vent, du souffle, du son, de l'image, pour vraiment immerger le spectateur dans un univers complètement créé de A à Z. J'avais l'impression un petit peu en rentrant dans cette exposition de découvrir un monde qu'on m'avait caché et que je découvrais un peu comme ça, avec une manière d'habiter l'espace qui est hyper pleine, hein. Il n'y a pas de creux, c'est vraiment pensé depuis longtemps et d'une manière très très riche, tout en ayant des codes de choses qu'on connaît dans le milieu naturel. Donc je vous encourage vivement à aller voir son travail et notamment ces défilés où on voit un petit peu bouger ces robes qui ont l'air de respirer dans le mouvement. Donc c'est assez intéressant à observer. Oups. Alors maintenant, je voudrais vous évoquer le travail de Diane Trouillet, qui est une artiste-chercheuse entre les sciences, l'art et les techniques, qui a une formation, donc une thèse en biologie, et qui a une manière de penser l'espace d'exposition et l'espace de création de manière extrêmement riche et intéressante. C'est un peu une idée autour d'un laboratoire. Donc là, je fais référence à une exposition qui a eu lieu au Centre d'art La Cuisine, qui était à Nègrepelisse, où en fait, elle a travaillé avec le vivant, mais le vivant de toute petite taille. Donc ça va être les bactéries. Là, vous avez l'exemple d'une culture de mycélium de pleurote, donc les champignons, la moisissure et le blob. Elle va expérimenter comme ça, créer des choses, les laisser évoluer dans leur espace. Donc, c'est-à-dire que si au cours de l'exposition, je crois qu'elle explique à un moment donné qu'il y a un souci de chauffage, et du coup, ça va diminuer, ralentir l'évolution de ces œuvres qui sont vivantes. Le spectateur est aussi amené un petit peu à intervenir dans son passage sur les éléments qu'elle met en place. Donc il y a aussi l'idée d'interaction dans son travail et de mise en place de protocoles, de les suivre, de les étudier avec un regard peut-être entre sciences mais art aussi. Et voir tout ce travail évoluer dans le temps et conscientiser finalement que le vivant, ce n'est pas que l'humain, le végétal ou l'animal, mais c'est aussi des choses qui sont bien plus petites, bien plus infimes. Elle explique notamment aussi la relation qu'on peut avoir avec le vivant microscopique, la question des microbes qui va vraiment effrayer de prime abord dans la société. On a peut-être un peu tendance à avoir un regard aseptisé et inquiété autour de cette question-là. Et ça permet aussi de changer un peu les paradigmes et de réfléchir autrement, d'observer autrement en tout cas. Donc j'ai trouvé ce travail assez intéressant. Je vous en présente une autre partie. Ici, c'est des dessins réalisés avec de la spiruline, donc, qui a été aussi cultivée. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai eu cours cette journée, donc je perds un peu ma voix, pardon. Donc, je disais que c'est des dessins qui ont été pigmentés avec de la spiruline qu'elle a elle-même cultivée sur place. Donc il y a quelque chose autour du cercle virtueux, de créer son propre pigment, d'être dans une échelle aussi circuit court, hein, mais aussi de le créer, de l'exploiter immédiatement. Et la spiruline, elle a ça de particulière qu'elle ne va pas forcément rester figée sur l'image. Donc il y a aussi l'idée que c'est un produit qui est là à un moment donné, mais il n'y a pas de traces forcément indélébiles et le dessin va continuer à évoluer, potentiellement effacer, mais on peut aussi le réactiver et créer des cycles comme ça. Repenser l'idée aussi du cycle et pas forcément être dans un rapport éternel de la création. Forcément, ça m'évoque le terme d'anthropocentrisme que j'ai illustré par une citation tirée de Emanuele Coccia, qui est un sociologue, dans son bouquin qui s'appelle Métamorphose, que je vous invite à aller regarder. C'est très poétique, mais en même temps, on apprend tout un tas de choses sur la question du vivant.
Donc, nous avons régulièrement tendance à projeter sur les plantes et les animaux notre propre expérience de la sociabilité. On pourrait dire que l'écologie est née comme une science inachevée de la sociabilité non humaine. Inachevée car elle n'a jamais réussi à penser au-delà du paradigme domestique. Donc c'est vraiment cette idée de détachement, merci, du rapport un petit peu qu'on a sur le vivant et du détachement un petit peu du rapport qu'on a entre la nature et nous-mêmes, sachant que nous sommes nature. Et ça a été évoqué la semaine dernière avec l'ouvrage de Philippe Descola, Par-delà nature et culture, où effectivement il déconstruit cette idée que nature et culture doivent venir en contradiction. En fait, effectivement, on a généré de la culture, on a une manière extrêmement civilisée de vivre et d'avancer, mais c'est pas pour autant qu'on doit se sentir détaché de la nature et de l'espèce naturelle que nous sommes. Donc je vous ai mis un petit tableau aussi pour illustrer la mimésis qui me semblait intéressante d'évoquer ici. Donc la mimésis expliquée par Platon, avec ce mythe autour de Zeuxis et Parasius. C'est un mythe grec en fait, antique, qui explique donc que ces deux peintres antiques de l'époque, qui sont un petit peu en concurrence, ils se tirent la bourre et finalement Zeuxis va proposer à son concurrent de faire une peinture et de faire évaluer par un jury quelle est la meilleure entre les deux. Zeuxis, assez fier, présente sa peinture. À l'époque, quand on présentait une peinture, on tirait un petit rideau. Donc, d'où le tableau. Donc, Zeuxis présente son tableau, tire le petit rideau et de magnifiques grappes de raisins sont données à voir, tellement belles que finalement un oiseau s'y casse le bec en voulant venir picorer le raisin. L'illusion est parfaite, l'oiseau en atteste il s'est fait leurrer lui aussi. Donc la foule acclame Zeuxis en disant qu'il a réussi son illusion et qu'a priori c'est le meilleur peintre des deux. Parasius ne bouge pas tellement du public. Il est appelé par Zeuxis pour venir montrer un petit peu son chef-d'œuvre. Il bouge pas de nouveau. Finalement, Zeuxis finit par aller devant sa toile. Il lui dit puisque c'est ça, c'est moi qui vais aller découvrir ta toile. Et en essayant d'ouvrir la toile de son concurrent, il se rend compte que l'illusion a été faite puisque Parasius a finalement peint ce fameux rideau qui occultait soi-disant l'œuvre. Donc l'illusion, c'était dans le rideau. Et ça fait penser du coup à cette idée de la mimésis, de se faire illusionner par la réalité, et donc à l'Antiquité, vraiment cette peur de la nature, de la représentation de la nature qui dépasserait la nature elle-même. Donc la fameuse question éthique, elle se pose beaucoup sur l'expérimentation des artistes autour des animaux, elle se pose aussi sur le végétal, elle se pose sur les animaux parce que je pense qu'on est plus éduqué et sensible à ressentir une forme de compassion envers les animaux. Et du coup, j'ai pris quelques exemples un peu différents pour illustrer un petit peu tout ça. Alors, on commence un peu en douceur avec une peintre que j'adore, qui s'appelle Rosa Bonheur, qui a un petit peu bouleversé les mœurs de l'époque, puisque donc c'est une peintre qui est née à Bordeaux. Si vous avez envie de voir des formats, des vraies peintures de Rosa Bonheur, il y en avait une d'ailleurs à la dernière exposition des abattoirs, mais pour voir un bon contenu, vous pouvez aller au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, d'où elle est native de Bordeaux, donc il y a une bonne représentation de ses œuvres. Rosa Bonheur, en fait, elle est un peu dans la transgression, puisque déjà c'est une femme, et les femmes peintres, il y en avait peu ou pas. En tout cas, elles n'avaient pas accès aux beaux-arts avant 1897, il me semble. Donc pour elle, c'est sûr que ça n'a pas été possible. Donc l'éducation artistique, si elle l'avait, c'est que souvent c'était d'une famille un peu noble et c'était à la maison, et qui plus est par des hommes.
Cette question de son genre, c'est déjà quelque chose, mais qui plus est, bon, les femmes qui avaient le droit de peindre donc à la maison, elles avaient le droit au dernier genre de la hiérarchie des genres. En fait, on a institutionnalisé les genres, on les a classifiés si vous voulez. Donc il va y avoir la peinture d'histoire, de guerre, qui vont être par exemple au premier plan, donc sur des très grands formats. Et en tout dernier vient la peinture animalière, donc qui n'est pas censée du tout être sur du grand format, mais plutôt des petits formats, puisque c'est le dernier des genres intéressants. Et pour autant, Rosa Bonheur fait des énormes formats, où en fait, elle met en avant l'animal bien avant l'homme. Et ça, c'est extrêmement avant-gardiste. Comme vous pouvez voir sur ce tableau, on a un premier plan où en fait, on a les animaux dans le labeur, dans le champ, donc effectivement en train de labourer. On voit l'homme, mais déjà par colorimétrie, ils se font un petit peu avec l'animal. Et puis en plus, en termes d'échelle, il est tout petit et en arrière, et il est seul. Donc on est vraiment sur un traitement du genre animalier très contemporain. Je vous en ai mis un autre exemple pour illustrer un peu tout ça, où là finalement le paysage et les animaux sont vraiment mis au premier plan. Ce travail de Rosa Bonheur m'a fait un petit peu écho à celui de Charlotte Dumas, que j'ai vu aussi exposé au centre Georges-Claude Pompidou de Cajarc, un centre d'art contemporain dans le Lot, où, donc c'est une photographe néerlandaise qui travaille énormément sur la photographie animale. Donc c'est de la photographie, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a une touche extrêmement picturale sur le jeu d'ombre et de lumière. Ça peut faire penser au peintre du clair-obscur, par exemple. Et sa démarche est tout aussi intéressante puisqu'en fait, Charlotte Dumas va s'intéresser aux animaux qui ont un rôle et un statut bien prédéfini dans la société. C'est-à-dire qu'il y a déjà le concept d'animaux domestiques, mais là, elle va encore plus loin. Par exemple, ce cheval, c'est un cheval qui a été dressé et qui a comme mission et comme service, comme travail finalement, de réaliser des cérémonies donc, dans les cimetières américains. Donc il y a des cérémonies dans les cimetières militaires américains. Il y a des cérémonies bien spécifiques, bien pensées, où l'animal va tracter le corps, etc. Donc il va être dans une forme aussi d'attente, de rigueur. Enfin, il y a tout un dressage qui est fait pour cet animal-là. Et en fait, cette artiste, elle va les photographier juste après une journée de travail, dans un moment d'intimité et de repos. Donc ça pose aussi des questions de parallèle entre nos manières de vivre, dont on agrémente nos journées de choses, de travail, etc. Et la manière dont on va se reposer le soir. Et finalement, pour les animaux qui ont un rôle bien spécifique dans la société, ça va être aussi un moment de calme, de douceur, et peut-être aussi être plus proche de la personnalité qu'il est. Donc je trouve ça assez touchant, la manière dont elle va s'intéresser aux animaux. Je vous ai mis une autre photographie. Donc ici, c'est un chien, un vieux chien. Elle s'est vachement intéressée aussi aux vieux chiens. C'est finalement des chiens en fin de carrière, à la retraite, qui ont travaillé aussi toute leur vie. Alors, ce chien, je crois que c'est un chien qui a travaillé sur les recherches de victimes dans les attentats. Donc, un travail aussi autour de la rapidité, de la performance. Et pareil, la manière dont il est photographié, je trouve que c'est extrêmement sensible et très intime. Il y a quelque chose où voilà, on voit des émotions transparaître. Donc ça pose plein de questions aussi sur la manière dont on cohabite et on vit avec les animaux. Alors là, on rentre dans une dimension un petit peu plus, comment dire, provocatrice de l'art contemporain, en vous présentant Maurizio Cattelan, qui est un artiste italien qui fait vraiment partie de cette génération un peu sensation de l'art contemporain, qui vient choquer. Il a beaucoup travaillé avec les animaux taxidermiés.
en taxidermie, je ne sais pas trop si ce terme se dit autrement. Cet artiste, pour vous le situer, il a fait polémique notamment avec une œuvre d'une banane scotchée au mur, qui a finalement été vendue, je crois, 120 000 dollars voilà, à une foire d'art, je crois le Art Basel. Donc ça a posé tout un tas de questions aussi sur qu'est-ce que l'art contemporain. Et il a continué comme ça un travail autour des animaux. Alors c'est drôle parce que c'est un artiste que je connais de longue date, mais en me renseignant un petit peu plus sur son histoire et sa démarche, je me suis rendu compte que il n'y a pas forcément enfin j'ai l'impression que de sa démarche, il n'a pas forcément envie d'être dans une confrontation, une provocation. Mais il explique qu'il pense en images et que pour lui, par exemple, quand il va parler de la question du déni de la réalité, ça fait sens de faire une sculpture avec un corps d'autruche pour illustrer vraiment je fais l'autruche. Donc c'est assez touchant, mais ça reste quand même des démarches autour d'animaux morts, mises en scène pour questionner des ressentis personnels et humains. Donc il amène à se questionner, à questionner le spectateur sur une situation de vie, par exemple celle-ci, hein, qu'on connaît bien, faire l'autruche. Je vous en ai mis une autre illustration, une autre œuvre, qui est aussi assez parlante de l'anthropocentrisme qu'il y a dans cette œuvre. Hein. C'est un petit écureuil qui a l'air d'avoir mis fin à ses jours puisqu'il y a un revolver à ses pieds, dans un semblant de petite cuisine en formica, dans un décor un peu aseptisé, tout est à sa taille. Donc il y a vraiment aussi cette idée de s'accaparer des sentiments humains et de les projeter sur les animaux. Donc le burn-out social, par exemple, là. Et puis il y a cette œuvre qui, moi, m'a beaucoup questionnée. J'ai vu une œuvre de Maurizio Cattelan avec un cheval. Il a beaucoup travaillé avec les chevaux. C'est pas celle-ci, c'était vraiment un cheval entier, suspendu dans une pièce d'exposition. Donc c'est assez impressionnant. On passe plus ou moins en dessous. On a une vue d'en dessous. C'est quand même un animal mort, massif, assez impressionnant, assez charismatique aussi. Donc ça pose des vraies questions quand on est face à ça. Et celle-ci, je la trouve encore plus étonnante, à tendance un peu controversée, puisque finalement, la mise en scène, pour lui, c'est une anecdote, c'est une référence à un livre, en fait, de Malaparte, qui s'appelle Caput. Donc ça ferait référence à une scène, un épisode du livre qui parle de chevaux qui se font prisonniers dans la glace. Autrement, je trouve que sur la question du vivant, on met en scène des animaux morts dans une posture bien spécifique en gardant que le corps. Euh, Peut-être qu'on peut aussi évoquer des questions autour du regard qu'a l'homme sur les animaux et de la manipulation qu'il en fait après la mort et d'une question un petit peu éthique autour de l'humiliation de l'animal. C'est une question ouverte, bien évidemment. Ici, vous avez le travail de Joseph Beuys, qui est un artiste extrêmement connu, on va dire, qui c'est un des artistes les plus influents du XXe siècle. Il a une manière d'habiter son art qui est très particulière et très forte. Une histoire de vie assez particulière aussi. Il a grandi en Allemagne, dans une Allemagne qui allait pas à pas vers le nazisme. Pardon. Il a fait partie de la jeunesse hitlérienne étant petit. Donc une histoire très très profonde et très marquée, familiale et collective. Il va finalement participer à la guerre un peu plus, enfin, à l'âge adulte, avoir un accident d'avion, mais qui va pas s'avérer ayant de grosses conséquences physiques, en tout cas. Et il va narrer une espèce de petite anecdote autour de cet accident où il se serait fait, donc ça serait autour de la Crimée, qu'il aurait été recueilli par une tribu de nomades, qui l'aurait tapissé de graisse animale et enveloppé dans du feutre, et qui, grâce à cette communauté-là, il aurait survécu au milieu de la nature. Donc il joue un petit peu l'ambiguïté théâtrale où on ne sait pas trop si c'est vrai puisqu'il a vraiment eu un accident d'avion.
Il va construire un petit peu toute son identité artistique autour de ça. Donc là, vous avez une performance qui s'appelle I Love America and America Like Me de 1974, où il y a énormément de symbolique et de réflexion à travers cette performance-là. Donc il part d'Allemagne, de Düsseldorf, pardon. Il va se faire calfeutrer dans du feutre, justement, d'où l'anecdote du feutre. Il va être transporté jusqu'à Soho, donc aux États-Unis, dans le quartier de Soho, et il va se faire déposer dans une galerie où l'attend un coyote sauvage qui a été capturé au Texas, installé dans un espace, donc on voit ici une espèce de pièce avec un animal sauvage. Il va se munir de cette espèce de couverture de feutre avec une canne avec laquelle il joue dans des mouvements et filmé. Donc toute cette performance sera filmée et retracée, où l'animal se trouve perturbé, agressif, déstabilisé. Donc il représente un peu symboliquement l'espace sauvage, la nature, le vivant, qui est face à l'humanité. Et il prend le temps petit à petit, en étant enfermé avec cet animal, de connecter et de rencontrer ce coyote. De fil en aiguille, il se crée une forme de complicité, de domestication de l'animal. Et il vient là apporter des messages de paix autour de la guerre du Vietnam qui se passe à cette période-là. Il vient aussi questionner le rapport, le coyote qui a une symbolique un petit peu dans la communauté amérindienne, donc les massacres des Amérindiens, de la nature qui va avec, et aussi de notre rapport à la ville et à l'espace naturel, le fait d'être complètement déconnecté, et tout ça en plein New York. Donc c'est un travail qui est assez intéressant sur ce rapport-là à la nature. Il va faire plein d'interventions toute sa vie. Il est assez habité sur ces questions de comment il est assez avant-gardiste aussi finalement, parce que même si on savait ce qu'était l'écologie, il n'y avait pas forcément de grands engagements. Lui, il en a pris plein, on va le voir dans la suite autour du végétal, avec une autre performance qui est assez grandiloquente autour du végétal. Et il a vraiment cette idée de parallèle entre la pollution de la nature et la pollution du monde qui est en nous. Donc des guerres, des villes, etc. Très métaphorique. De nouveau, un artiste un petit peu sensationnel, provocateur, Damien Hirst, qui a présenté des œuvres qui peuvent aussi choquer, celle-ci entre autres également, puisque il a imaginé une installation où en fait se fait une sorte de cercle de vie, cercle de la vie, où sont disposés dans la partie fermée de la boîte blanche des œufs de mouche qui vont circuler et se nourrir d'une tête de veau qui est placée au sol, s'alimenter de ça et puis monter finalement dans cette espèce de grille piège à mouches pour venir mourir ici. Donc il y a une espèce de cercle qui est extrêmement prédéfini par l'artiste. Donc c'est assez étrange. Il nous montre un cercle de vie et de mort qui est tout orchestré par l'artiste lui-même. Et donc une réflexion qui est extrêmement brutale et directe du rapport à la vie, à la nourriture, au vivant, de manière générale. Et après, forcément, la question éthique qui vient, c'est la manière dont déjà on va exposer une tête d'animal mort. Et puis également, on va générer de la vie pour la détruire au sein d'un musée. Je vous propose une autre pièce de cet artiste qui est assez étonnante aussi, Mother and Child Devised de 1993, qui est une installation, donc il y en avait plusieurs je crois, où en fait l'artiste amène à esthétiser une pratique qui est finalement quotidienne, c'est celle de découper de la viande, qui plus est des vaches. Donc vous avez d'un côté la découpe d'un veau et de l'autre côté la découpe de ce qui pourrait être sa mère, où le spectateur est amené à circuler entre les parties. Donc il y a une forme d'esthétisation
de l'animal, mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant où on va traverser les entrailles de deux animaux qui ont l'air d'avoir, qui plus est, un lien familial. Donc il y a une espèce de remise en question de notre rapport à l'animal et de l'objet de consommation qu'il est aussi pour nous. C'est-à-dire qu'à accepter de consommer de la viande, mais pas forcément accepter de la regarder, de la manipuler, de comprendre aussi l'état émotionnel potentiel des animaux. Donc il y a toute une réflexion un petit peu là-dessus. Mais pareil, les artistes de cette génération-là, hein, ils sont dans ce qu'on appelle le sensationnalisme, où on va venir un petit peu provoquer le spectateur, le mettre un peu face à sa zone d'ombre, pour venir chercher un petit peu de notoriété aussi autour d'œuvres contemporaines. On continue un petit peu dans cette trame avec le travail de Delphine Gigou-Martin, qui est une artiste plasticienne qui a travaillé aussi sur les animaux. Euh, le parti pris, il a quelque chose de plus doux et de paradoxal, puisque finalement, on peut voir, bon, on voit pas, si on voit quand même bien, des oies qui sont exposées en position de vol. Il y a des jeux, donc en vidéo, c'est plus intéressant parce qu'on voit les jeux d'ombre et de lumière qui sont projetés donc sur le fond de la pièce. Donc il y a une scénographie autour vraiment de la lumière, de la poétique du vol, etc. Et puis en même temps, quand on se rapproche un peu, on se rend compte que ces oies, eh ben, elles sont empalées. Elles sont empalées par la bouche et exposées mortes. Donc il y a quelque chose un peu de mortifère qui apparaît en second plan ou parfois en premier plan, ça dépend de sa propre lecture. Et le titre de l'œuvre qui s'appelle La rôtisserie de la reine Pédoc, donc en référence occitane Pédoc, pâte au dauco, donc vraiment la pâte d'oie. Et qui nous propose vraiment une double lecture où le parti pris de l'artiste va pas forcément être dans l'éloge de la cruauté ou montrer du doigt ou être dans une critique un peu acerbe, ni pour autant dans un espèce de réquisitoire de la chasse. Elle met juste en exergue des éléments un peu paradoxaux. Donc ça va être justement la question de la chasse, la question des abattoirs, le fait de se nourrir de viande, la mort aussi tout simplement, hein, puisque c'est une question qui est assez universelle, celle de la mort, et puis les artistes s'en emparent énormément. Ainsi, par opposition, la question du vivant, euh, et tout ça autour d'une espèce de poésie dans la monstration de l'œuvre. Petite anecdote, il paraîtrait que pour le vernissage de cette exposition qui a eu lieu, je crois, à Clermont-Ferrand, l'artiste a proposé un buffet autour de la viande animale, donc de la viande de doigt. Donc il y a vraiment une immersion qui est totale hein, dans l'expérience très synesthésique. On voit, on comprend de plusieurs manières et puis on va consommer aussi. Donc questionner de manière physique notre rapport à l'alimentation et à la viande. Ça ramène un petit peu à cette idée d'être proche de la nature sauvage, mais en même temps d'être un peu aussi, en quelque part, auteur d'une forme de destruction et de question de positionnement au milieu de tout ça. Alors en préparant ce travail, j'avais vraiment envie de parler de ce musée. Je vous en cite beaucoup aujourd'hui. C'est le musée de la chasse et de la nature à Paris, donc dans le quartier du Marais. Qui est un musée qu'il faut, que je vous je suggère largement d'aller voir, qui a été mis en place dans les années 60, je crois, vraiment dans une idée de rapatrier des espèces, etc. Donc, disons que l'enseigne, elle est questionnante un peu. On se dit musée de la chasse et de la nature. Bon, si on n'est pas très chasse et pêche, on n'a pas trop forcément envie d'y aller. Mais en fait, le parti pris des nouveaux propriétaires, donc qui ont repris l'enseigne à peu près depuis 2007, je crois, est assez intéressant. Il est très surprenant ce musée. Il est sur plusieurs étages, donc rien que pour la bâtisse, c'est une superbe bâtisse haussmannienne en plein rue des Archives, en plein Paris. Et vous rentrez comme ça sur plusieurs étages dans une collection d'animaux empaillés, clairement, et de drôleries en fait. On va le voir un petit peu après.
Donc vous avez quand même cette pièce qui est étonnante, qui me semble qui est au dernier étage, qui est une espèce de cabane comme ça recouverte de plumes de corbeaux, dans lequel il y a une bibliothèque qui est rangée par camaïeux de couleurs. Donc c'est très étonnant. Et en fait, j'ai regardé des petites vidéos sur ces propriétaires qui ont un petit peu réfléchi à la direction artistique du lieu. Et l'idée, c'est aussi d'amener le visiteur à entrer comme s'il entrait dans la maison d'animaux, comme si on était invité finalement par des animaux. Donc il y a quelque chose aussi de très anthropocentrique, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose un petit peu autour de ça. Alors après, il y a une partie aussi hyper ludique, donc où il y a des choses qui sont cachées, etc. Des animaux. Je vais vous montrer, voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un mélange en fait entre un art qui se veut quand même relativement traditionnel, classique, et de l'art contemporain. Il y a quasiment tout le temps des expositions temporaires d'art contemporain qui sont souvent à la merci, donc enfin comment dire, qui font l'éloge un petit peu de la nature, qui ont des engagements et des sensibilités autour de l'écologie, de la nature et du vivant de manière générale. Donc, donc c'est un peu intéressant quand même d'être dans un lieu comme ça entouré de scènes de. Ben, on voit ce tableau, donc relativement classique, a priori d'un chien qui a mis bas avec ses petits, dans un décor art déco, etc. Où au milieu de ça, vous avez une pièce contemporaine qui est disposée là, l'air de rien. Donc on a vraiment l'impression de traverser l'habitat de quelqu'un, pourquoi pas d'animaux, et d'être confronté en même temps avec des pièces contemporaines. Je vous ai mis quand même cette pièce qui est intéressante, que j'ai découverte moi par moi-même, et j'étais extrêmement étonnée, surprise. C'est une toute petite pièce dans laquelle on peut rentrer donc au sein du musée, où le toit est tapissé, c'est extrêmement mystique. En fait, d'animaux, enfin d'hiboux empaillé, mais à même enfin, qui fait office vraiment de décoration murale et entre autres du plafond. Donc on rentre et on se sent épié, on se sent tout petit, on se sent vraiment dans une espèce de malaise. Et en même temps, il y a une esthétique qui est très très belle où le plumage de l'oiseau est magnifique. Donc on a un double sentiment entre étrangeté et en même temps une attirance parce qu'il y a quelque chose vraiment d'habité avec ces regards qui sont penchés vers vous, où on se sent quand même dominé du regard, puisqu'on est en dessous. Donc il y a une expérience quand même à faire dans ce musée. Et un peu plus tard, dans la seconde partie, je vais vous parler d'une artiste qui a été exposée là-bas. Vous comprendrez un petit peu aussi ce qu'on peut y voir. Bon, je vous avais prévenu, on est sur des démarches qui sont quand même qui peuvent paraître étranges en tout cas, mais qui sont passionnées et passionnantes malgré tout. Donc vous avez le travail de Marion Laval-Janté et Benoît Mangin, qui sont un couple d'artistes qui sont vraiment questionnés sur le vivant, sur tous les animaux. Et elle est d'une formation plutôt scientifique, Marion, et Benoît est d'une formation plutôt littéraire. Donc il y a une espèce de complément entre poésie et en même temps expérience qui est assez intéressant. Euh, et cette performance, elle est étonnante, elle est questionnante, mais je trouve qu'elle est intéressante à évoquer. Donc, ils travaillent énormément leur titre, d'après ce qu'ils disent. Donc, ce titre-là, Que le cheval vive en moi, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, vous avez l'artiste ici qui est après l'acte de performance, où elle s'est finalement fait infiltrer du sang de cheval dans les veines. Donc il a été passé à la centrifugeuse pour pouvoir répondre à, comment dire, à une possibilité que l'acte soit fait sans danger. Et finalement, ce sang va être injecté et l'expérience va être vécue par l'artiste comme étant un temps un peu de communion, de fusion avec l'animal, où en fait là, c'est l'artiste qui va essayer de se mettre un petit peu dans la peau de l'animal et de manière vraiment viscérale. Donc, elle explique des sensations qu'elle a d'euphorie, d'adrénaline, euh, des sensations qui pourraient
pas forcément s'apparenter à des sensations humaines de ce qu'elle dit. Vous pouvez aller voir, je crois qu'il y a une émission Arte sur son travail qui est assez intéressant, et le travail de Benoît qui a fait l'infiltration. Donc là, on est vraiment sur franchir des barrières. Ça pose aussi des questions éthiques, évidemment, hein. Le cheval, il n'a rien demandé, donc on se pose aussi la question de son droit de parole, j'allais dire, mais en tout cas de ne pas être réifié, de ne pas être présenté en tant qu'objet. Ils en parlent très bien, ils ont pour autant un amour assez important pour le vivant. Ils ont une démarche extrêmement écologique de manière générale et assez précurseuse aussi. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ce travail ces deux personnes qui, malgré la démarche un peu étonnante, amènent aussi un discours qui est très élogieux et qui est penché autour de la compassion des animaux et du vivant. Donc maintenant, on va discuter un peu plus du côté du végétal. Euh, donc on a vu les animaux, je vous ai présenté toutes sortes de travaux, hein, vous avez vu avec des résonances un peu différentes. Pour les végétaux, on a un rapport qui est clairement différent, qui est, comme je disais, on a peut-être encore une forme de détachement du fait que peut-être on se sent moins proche physiquement du végétal. En tout cas, j'ai relevé cette citation du botaniste et écrivain qui parle du botaniste et écrivain Gilles Clément, mais qui est citée par Marielle Massé, que j'ai évoqué la semaine dernière, dans son petit ouvrage qui s'appelle Nos cabanes, qui est vraiment un chouette bouquin tout petit, qui parle un petit peu de manière très poétique des combats de tous les jours, assez militants quand même, autour de la nature, de l'écologie. Gilles Clément nous a réappris ce que c'est que de jardiner. C'est privilégier en tout le vivant. Faire, certes, mais faire moins. Diminuer les actions et surtout accroître la connaissance, refaire connaissance. Faire place à la vie qui s'installe partout, jusque dans les délaissés. Donc c'est aussi toujours cette question un petit peu de renverser le regard et de s'assouplir et de peut-être s'intéresser à des choses qui sont plus petites et habituer aussi son regard à se questionner sur le végétal, sur ce qu'il a à nous dire, sur la manière dont il explore le monde finalement, hein, quelle manière il a de vivre. On va commencer avec une œuvre de Gina Payne qui s'appelle Enfoncement d'un rayon de soleil. Donc là, pareil, on est dans un travail qui est relativement poétique, hein, donc qui est retracé ici en images photographiques. C'est tout simplement l'action de Gina Payne qui a beaucoup travaillé sur le corps. Elle est essentiellement connue pour ça, pour du body art, la question de la limite de son propre corps. Mais elle a aussi fait beaucoup d'actions autour de la sensibilisation à l'écologie, la question de quelle place a l'humain au milieu de tout ça. Et dans cette performance, elle, euh, elle est amenée à creuser et à enfouir ce qu'elle appelle un rayon de soleil qui va être finalement des petits morceaux de miroir. Donc il y a un acte ici qui est extrêmement métaphorique, on est dans le symbole, hein, de prendre des rayons et de les enfouir dans le sol, mais il y a aussi quelque chose d'un petit peu triste ou mélancolique dans le fait de l'enterrer, ça enlève ces rayons, et donc il y a une poésie autour de l'inquiétude et du questionnement de comment agir et comment être acteur pour valoriser, sensibiliser et protéger la nature, le végétal, et tout ça dans un acte très intime autour de l'idée d'éveiller, de conscientiser euh, le spectateur à ces questions-là. Donc voilà, elle a fait tout un tas de travaux. Elle en a fait un autre aussi où elle escalade une espèce de roche un peu friable à main nue où tout se détache et elle questionne un petit peu le rapport de l'humain à l'environnement, de la petitesse de notre taille, de ce que l'on est face à ça, mais en même temps le poids et la conséquence de nos actes quotidiens sur cet environnement-là.
Alors de nouveau, comme je vous l'avais un petit peu évoqué, le travail de Joseph Beuys, avec cette performance, il a vraiment, il est assez fascinant parce qu'il est extrêmement habité par son travail et par sa passion, hein. D'ailleurs, je pense pas qu'il le voyait comme un travail, mais vraiment comme quelque chose qui était en lui. Il va ici proposer une performance collaborative, l'idée étant de planter 7000 chênes. Donc ça se passe en Allemagne. C'est un acte extrêmement symbolique, hein, où on va planter, donc avoir une action directe. Donc 7000 arbres, je ne sais pas si vous vous rendez compte l'immensité du travail, hein. Donc c'était pour répondre à un festival qui s'appelle la Documenta en Allemagne. Et on est vraiment dans une œuvre de type land art où on va intervenir dans la nature pour sensibiliser. Qui plus est, là, le spectateur est amené à vraiment participer, ou même d'autres artistes. L'artiste qu'on va voir juste après, Uriburu, va également aider à planter ces arbres. Donc il y a l'idée du labeur, mais voilà, de prendre soin et de recréer, de refaire vivre en fait des choses qui ont été laissées régénérer la terre en fait dans la société pour qu'elle reprenne place. Donc je vais vous parler de cet artiste argentin, Nicolas Garcia Uriburu, qui a eu une démarche assez intéressante. On est dans les mêmes années, hein, je crois que c'est 70, voilà, où il va commencer par le canal de Venise, mais il le fera ensuite ici même sur la photographie, on le voit dans la Seine à Paris. Il va finalement colorer la Seine avec une substance qui s'appelle la fluorescéine, je crois, qui est une substance en fait qui permet de faire le traçage des fleuves, hein, du flux, et donc qui est absolument non polluante. Et il va un petit peu par des gestes comme ça questionner notre rapport à la pollution, à l'espace naturel au sein d'une urbanité. Donc là, on est en plein Paris. Et il dit ceci: l'œuvre d'art n'a plus de place dans les galeries, les musées. Elle n'a plus de place hors de la nature. Sa place est dans la nature. Donc c'est vraiment cette idée où on va réinvestir l'espace, comme le font beaucoup les artistes du land art à cette époque-là, où ils vont aller dans la nature, regarder leur environnement et travailler avec. Mais là, il y a vraiment une idée un petit peu aussi provoque de sensibiliser immédiatement les gens, donc tout un chacun. On est au-delà des spectateurs, puisque c'est vraiment de la performance in situ. Il a été arrêté pour ces actes-là, etc. Bon, on a très vite vu que ce n'était pas des produits polluants, mais il y a vraiment l'idée de faire buzz aussi et de questionner notre rapport au naturel dans l'espace urbain. Alors, c'est cet artiste que je voulais vous parler qui a été exposé au musée de la chasse et de la nature. C'est Eva Jospin, qui est une jeune artiste contemporaine qui a une démarche assez intéressante puisqu'elle travaille sur du carton dans une technique extrêmement minutieuse et elle crée des espaces comme ça de forêt tout en carton où elle va venir sculpter comme ça le carton. Et il y a beaucoup de poésie dans son travail. J'ai jamais eu l'occasion de voir ces pièces en vrai, mais je pense que dans la grandeur de son travail, on doit vraiment être plongé dans un espace naturel. Il doit y avoir des odeurs aussi, puisque le carton manipulé, à mon avis, il y a des odeurs. Et c'est une manière très poétique et autour de la lenteur, hein, vous avez vu la minutie du geste, donc il y a vraiment cette idée de sculpter, hein, on est dans un geste de répétition, de lenteur, de minutie, qui rappelle un petit peu cette idée de conscientiser le vivant, le végétal et de lui apporter une mise en lumière finalement. Donc ça a l'air extrêmement contemplatif. Et ce qui est intéressant aussi dans ce travail-là, c'est la dimension fragile du carton. Le carton, déjà à manipuler, hein, ça doit être tellement minutieux qu'on doit vraiment, matériellement parlant, l'artiste doit ressentir la fragilité des matériaux. Alors, évidemment, ça me semblait évident de parler de Boris Pressec, qui est le botaniste du Muséum de Toulouse, dans cette conférence sur l'art et le vivant. C'est aussi quelqu'un que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer, mais que j'aimerais bien rencontrer un jour.
qui a été médiatisé et assez connu finalement pour cette démarche qu'il avait ou qu'il a peut-être encore, je ne sais pas, dans la ville de Toulouse, d'inscrire à la craie sur le sol le nom des plantes qui poussent de manière sauvage au milieu de l'espace urbain. C'est vrai que je pense qu'on l'a tous remarqué, dans l'espace urbain, il y a des fois des petites plantes, on ne sait pas trop comment elles font parce qu'elles sont vraiment coincées entre du bitume, mais elles arrivent à se faire une place et à se frayer un chemin, à émerger. Et en fait, il va venir illustrer comme ça, nommer ces plantes qu'on croise, qu'on regarde pas tant finalement. Des fois, on est un peu surpris quand on a un peu de temps pour contempler, mais la plupart du temps, on marche dessus ou on n'a pas vraiment de lien. Et j'ai trouvé sa démarche extrêmement importante finalement, poétique aussi. Et non, vraiment, j'insiste sur l'idée d'importance parce qu'il y a l'idée de sensibiliser en fait un tout un chacun dans l'espace urbain. En fait, le végétal n'est pas que à la campagne et c'est hyper important de pouvoir le visualiser dans l'espace urbain. Donc, il nous explique, Boris Pressek, que nommer les végétaux, ça permet de les considérer comme des compagnons. Je vous invite à aller voir une conférence qu'il a donnée donc, à l'ISDAT à Toulouse, donc, qui est les Beaux-Arts de Toulouse, que vous pouvez trouver très simplement en tapant son nom sur YouTube, il me semble, et où en fait il parle avec Quentin Jouret, qui est un enseignant des Beaux-Arts, de cette question du végétal. Euh, et, euh, et en fait, où il évoque plein de petites anecdotes hyper intéressantes et simples aussi à comprendre. Et il y en a une qui m'avait marquée et que je garde un petit peu pour expliquer des choses parfois aux étudiants et à l'époque aux collégiens. Mais ça serait l'idée qu'on est invité à une fête. On est là invité à une fête où finalement on connaît personne. Et on va être dans une forme de timidité. Et on va pas forcément avoir envie d'aller vers les autres parce qu'on connaît pas finalement. Et puis en fait, il explique que en fait, les plantes, c'est pareil. Si on les connaît pas, on n'a pas envie d'aller vers elles, on n'a pas envie de s'y intéresser. Et que se rapprocher du vivant, du végétal, c'est aussi aller vers lui et apprendre à le connaître, à le nommer. Et bon, j'ai cette sensibilité-là, donc je le fais puisque j'ai aussi grandi à la campagne, que mes parents m'ont amené vers ça. Mais je le fais de plus en plus, avec mon entourage aussi, et c'est vrai que ça change complètement la donne. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait plaisir quand on croise une plante qu'on sait nommer, reconnaître, qu'on connaît ses vertus, ou au contraire, si elle peut être un poison, etc. Ses vertus aussi en termes de colorimétrie, une plante tintoriale, etc. Donc c'est vraiment quand même un plus de pouvoir nommer et présenter les plantes, et on n'a pas ou peu d'éducation là-dessus, c'est extrêmement dommage. C'est comme ça que je vous présente une personne, Anna Atkin, qui est une des premières personnes à avoir illustré avec la technique du cyanotype, bon, qui est une technique qui est relativement chimique, on n'est pas forcément dans une démarche écologique, mais qui est une vieille technique en fait photosensible d'impression, notamment de végétaux, et elle a illustré un ouvrage britannique, donc elle est anglaise, avec des photogrammes, donc on appelle ça des photogrammes de plantes, et c'est extrêmement poétique et c'est très beau, donc c'est un travail que je trouve assez intéressant sur la question de l'impression. Là, je termine un peu en fanfare aussi sur les choses que j'adore. J'ai découvert aussi ce lieu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était au printemps dernier. Pour moi, ça a été vraiment une énorme révélation de découvrir ce jardin botanique de Montpellier. On a un beau jardin à Toulouse, mais c'est vrai que j'ai énormément craqué sur celui-ci qui est déjà extrêmement ancien. C'est un des plus vieux, voire le plus ancien jardin botanique français de l'histoire de Montpellier, où il y avait des étudiants en médecine qui venaient aussi apprendre dans ce jardin le nom des plantes médicinales, etc. Et j'ai adoré en fait le parti pris aussi, qui est beaucoup plus sauvage en fait, qui a quelque chose d'un petit peu où on va laisser les plantes vivre, grandir, et il y a tout un tas de choses à découvrir. Il y a beaucoup d'expériences aussi sensorielles.
Il y a un endroit en fait où il y a plein de petites plantes odorantes où on peut les toucher et sentir. Et ça, pour moi, c'est vraiment une approche très très pédagogique du vivant. Toucher, sentir, nommer, ça fait partie d'une éducation en fait dès le plus jeune âge au vivant. Effectivement, donc j'étais avec une amie et on a eu la chance de rencontrer une personne qui travaillait dans le jardin, qui nous a fait faire un tour et même une expérience autour de ce camphrier. Je connaissais pas tellement le camphrier avant d'aller à Montpellier découvrir cet arbre et cette personne qui nous a parlé de cet arbre. Donc il nous a vraiment mis dans une espèce d'expérience contemplative où il nous a mis des feuilles dans les mains, il nous les a fait frotter les feuilles, essayer de réfléchir à une anecdote un peu spirituelle on va mettre nos idées négatives dans les mains et ensuite on va sentir. Et une odeur hyper forte est apparue et c'était une odeur finalement de comment on appelle ça, de Ravinsara. Donc l'huile essentielle qui est en fait l'huile essentielle de cet arbre. Donc il y a plein de choses à savoir et à découvrir autour du végétal et ce lieu, j'ai trouvé qu'il était vraiment propice à le faire. Pour terminer, on est encore de plus en plus dans l'intimité. En fait, je voulais vous parler de cette sortie que j'avais fait. Donc, j'étais enseignante au collège pendant 5 ans jusqu'à l'année dernière. Et j'ai beaucoup travaillé en classe. C'était aussi 5 ans où on met du temps à s'installer en tant qu'enseignant, surtout avec un public de collégiens qui est un public enjoué dans les cours, mais des fois un petit peu trop. Donc, il faut aussi apprendre à cadrer, etc. Et puis, sur la fin d'année, j'ai décidé de prendre des classes de 4e et de les amener dans le jardin, en fait, qui est juste à côté de l'établissement où je travaillais. Donc, on est allé au jardin des plantes et on a fait des expériences avec les végétaux. Je les ai amenés un petit peu à toucher, à sentir. Donc, pas trop, on a récolté un peu des plantes autour, pas au jardin. Et ils ont travaillé sur la composition du dessin, du collage. Et il s'est passé des choses extrêmement belles durant cette expérience. Je l'ai faite avec plusieurs classes. Et j'avais des élèves qui étaient extrêmement décrocheurs, phobiques scolaires, assez mutiques et hermétiques aux arts plastiques. Et j'ai découvert comme ça un élève un petit peu en retrait sur le coin en train de bricoler, de faire du tampon de fleurs, etc. Et aussi dans l'énergie de ce qui s'est passé. Ils étaient très excités en arrivant. Au bout de 20 minutes, quand je leur ai demandé juste d'observer l'environnement, de se mettre dans un coin, de dessiner, il y a un calme qui est arrivé, une espèce d'attitude très douce de leur part qui m'a fait vraiment plaisir. Donc effectivement, une nouvelle fois, c'est sensibiliser au vivant, là entre autres c'est au végétal, parce que c'est abordable pour tout un chacun. Hein. Là, c'était quoi? C'était l'histoire. Je crois qu'on a fait une sortie de 3 heures avec les allers-retours jusqu'à l'établissement. Donc c'est peu, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Voilà. Merci de votre écoute.